Alors, on a bien compris l'implication de la région Île-de-France pour déployer l'économie circulaire dans le bâtiment et l'aménagement. Et justement, dans la conversation qui va suivre, on va s'interroger sur l'articulation fine entre ces ambitions portées par de grandes institutions en termes de planification, de financement, de cadre juridique, et puis la capacité des territoires à faire émerger, à soutenir et à pérenniser des initiatives citoyennes. En effet, au cœur de la transition dont on parle, les citoyens ne sont pas seulement des bénéficiaires de ces politiques, mais bien des faiseurs. Leur implication active dans les démarches d'économie circulaire transforme profondément la manière de concevoir et de mettre en œuvre des projets de bâtiments et d'aménagement. Cette implication citoyenne, elle questionne, mais surtout elle enrichit les méthodes traditionnelles du projet. Elle invite à passer d'une logique plutôt descendante à une approche plus collaborative, co-construite. Et dans ce contexte, les projets d'économie circulaire ne peuvent plus se limiter à des prescriptions techniques. Ils demandent un changement de posture de la part des porteurs de projets qui doivent être capables d'animer des dynamiques participatives et d'intégrer des savoirs d'usage, de créer des espaces de dialogue ouverts et de soutenir les expérimentations locales. Ça implique aussi de repenser la temporalité des projets, de donner une place à l'itération, à l'expérimentation et de créer des alliances durables entre les élus, les techniciens, les associations, les entreprises, les habitants et les usagers. Et du coup, pour en discuter, j'invite à nous rejoindre sur scène Magali Turki, qui va animer la prochaine conversation. Marie Noutari, qui est responsable d'opération à la SADEF 94, Clara Simet, architecte coopératrice associée chez Grand 8 Architectes, et Léon Espouy, qui est responsable de programme à la direction du développement à ICF La Sablière, qui est une maîtrise d'ouvrage justement qui a pu bénéficier d'un des soutiens de la région dont on vient d'entendre parler. Oui, et j'en profite. Il est là. J'en profite pour vous inviter à vous resserrer un petit peu dans les rangs, parce qu'il y a des gens qui sont debout et ainsi dans le fond qui n'ont pas de place. Donc si vous pouvez vous serrer un petit peu au milieu des rangs pour libérer les places sur les côtés des allées. Merci Élise pour cette introduction. Effectivement, Élise, elle m'a demandé il y a quelques mois de réfléchir à une conversation autour de ces dynamiques qui se mettent en place dans les modèles d'aménagement entre impulsion institutionnelle et initiative citoyenne, et comment ça construisait, réinterrogeait, re-questionnait, freinait parfois le projet. Et donc quand on a co-construit cette table ronde, j'ai proposé à 3 intervenants, 3 acteurs, de me rejoindre pour en discuter avec moi. Et ces 3 acteurs que j'ai rencontrés dans des contextes très différents. Léon Espouy, qui est responsable d'opération à l'ICF La Sablière, que j'ai rencontré sur le projet de Shell, qui est la réhabilitation d'une cité cheminote. Et c'était lors d'une expertise écoquartier. Et je remercie la DRIEAT de nous faire confiance pour mener ces expertises, justement. Marie Noutari, qui est chargée d'opération à la SADEF 94, sur le projet du Campus Cachan, qui est un projet très particulier, puisqu'il s'agit de la recréation d'un parc, et donc que j'ai rencontré lors d'une instruction QDF dans le quartier du Rap francilien, qui est la démarche qu'on porte chez Ecopolis à l'échelle du quartier. Et Clara Simet, qu'on connaît très bien chez Ecopolis sur plein de projets qui portent la circularité, mais que je connais, moi, à travers le projet du TLM, en tant que riveraine et usagère, plutôt. Et donc voilà, ces 3 situations très différentes. Et ce qui nous intéressait ici, c'est vraiment d'explorer les leviers concrets. Qu'est-ce qui se passe dans la construction du projet, entre ces différentes dynamiques, et comment les charger d'opération, comment les projets s'en emparent pour le faire avancer et créer des nouveaux ancrages, des nouvelles dynamiques de projet. Et donc pour commencer, je vais proposer à Léon Espouy peut-être de nous présenter en quelques mots le projet de la cité cheminote de Shell et de nous raconter comment la circularité arrive dans ce projet. Avec plaisir. Bonjour à tous. C'est un vrai plaisir de vous présenter ce projet aujourd'hui. Donc moi, je représente ICF Habitat La Sablière, qui est le bailleur social de la SNCF en Île-de-France. Donc on a un peu plus de 40 000 logements en Île-de-France, et on s'inscrit dans un groupe de logement social qui a un peu plus de 100 000 logements en métropole. Et donc l'histoire du bailleur social, notre histoire, en fait, elle est intimement liée à celle de la SNCF. Et le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, il est un peu le témoin de l'histoire sociale de la SNCF. Donc on est sur le territoire de la ville de Chelles,
Enfin, on est entre Chelles, Brou-sur-Chantraine et Vers-sur-Marne, donc en Seine-et-Marne, sur une cité cheminote qui a été créée en fait autour de la gare de triage de Vers-sur-Marne, créée dans les années 1920 par la Compagnie des chemins de fer de l'Est français, donc l'un des ancêtres de la future SNCF. Et donc évidemment pour loger tous les cheminots qui travaillaient sur cette gare de triage, la Compagnie des chemins de fer de l'Est français a imaginé ici, mais aussi un petit peu partout en France, hein, une cité cheminote d'importance, un petit peu partout sur le même modèle, hein, plutôt des cités pavillonnaires et assez reconnaissables vu du ciel finalement, avec ce dessin un peu en locomotive. En tout cas, c'est comme ça que leurs concepteurs les avaient imaginés. Et ce sont des cités, plutôt des cités pavillonnaires et des cités jardins aussi, hein. Les jardins familiaux avec le stade, c'est les deux éléments essentiels qui accompagnent les pavillons dans les cités cheminotes en France. Et c'est des éléments qui étaient importants pour la vie en fait, hein, des gens, des cheminots. En particulier le jardin, hein, le jardin autour de la maison. En fait, l'activité potagère, c'était un complément important dans la vie des habitants, en fait, hein, dans la vie des ménages. Et cette histoire, on essaie un petit peu de la mettre en valeur, enfin on l'a mis en valeur à travers un travail historique qu'on a réalisé avec un historien du logement social, mais on essaie aussi de la poursuivre, de la maintenir à travers une programmation de jardins familiaux qu'on retrouvera dans le projet, dans l'écoquartier qu'on est en train de concevoir. Et puis on a confié aussi à Pépin Productions donc une pépinière cheminote, en fait, hein, un espace délaissé suite à la démolition de pavillons. Et on a une pépinière maintenant depuis 3 ans qui permettra, je l'espère, d'accompagner en fait les habitants dans la prise en main des futurs jardins familiaux. Et puis avant ça, depuis 3 ans, en fait, on a beaucoup d'ateliers de jardinage, mais aussi de bricolage. C'est une pépinière en fait ouverte sur le quartier, sur les scolaires, sur les habitants, sur les enfants, qui propose beaucoup d'activités qui animent le quartier pendant cette phase un petit peu de transition. Euh, donc effectivement, notre projet, l'économie circulaire, c'est déjà faire avec ce qui est déjà là. Donc notre intervention, elle a consisté beaucoup dans la conservation de ces pavillons, en fait, dans ce témoin de l'histoire sociale de la SNCF. Et donc on a réhabilité les 552 pavillons qui sont ici schématisés en violet, donc une réhabilitation en milieu occupé, énergétique, patrimoniale, avec une dimension aussi d'économie circulaire assez importante. On a été lauréat de plusieurs prix sur l'économie circulaire, donc on a pu conserver, restaurer ou réemployer des marquises, des portillons, des portails, plutôt des éléments extérieurs. On a revalorisé la totalité des tuiles déposées sur le projet. On a pu aussi recycler les fenêtres et puis nouer des partenariats avec des industriels pour réutiliser, enfin revaloriser le polystyrène qui était présent sur certaines des maisons, puisqu'on a différentes époques de construction, dont la dernière dans les années 80 où on avait déjà des isolants. Et puis par ailleurs, donc, une fois qu'on a réhabilité la totalité des pavillons de la cité cheminote, on s'est intéressé au cœur de quartier collectif, donc des immeubles collectifs des années 60, qui présentaient des qualités, mais aussi quand même des souffrances. Un quartier qui souffrait notamment d'insécurité. Et puis, donc moi je représente un bailleur social. On est aujourd'hui dans une... Voilà, ça n'a échappé à personne. On traverse une grosse crise du logement en ce moment. On a près d'1 million de demandeurs de logement social rien qu'en Île-de-France. Donc le sujet pour nous, c'est aussi de produire du logement, hein. Donc c'est de recréer un quartier mixte avec des logements sociaux, des logements en accession, des équipements, des services. Mais c'est aussi de produire du logement social. On a besoin de produire du logement social et du logement tout court, du logement abordable. Et donc, le cœur de notre intervention sur le quartier collectif, ça a été de déconstruire, enfin, reloger bien sûr d'abord les ménages, pour ensuite déconstruire ces immeubles et faire la place à une programmation neuve, adaptée aux défis de notre temps, le confort d'été, le confort d'hiver, sans imperméabiliser, voilà, avec une emprise au sol maîtrisée par rapport à ce qui existait avant. Donc une opération qu'on espère exemplaire. Et donc dans la prise en compte en fait de ces enjeux-là, le premier temps ça a été finalement d'aller rencontrer l'autorité environnementale, tout simplement,
qui nous a dit votre projet il est super vertueux, vous faites la ville sur la ville, vous n'étalez pas sur les champs, vous êtes un bailleur social, c'est assez rare de voir des bailleurs sociaux mener des opérations d'aménagement complexes comme ça. Vous n'avez pas le soutien de l'État pour ce qui concerne un ANRU, vous n'êtes pas en ANRU. Donc votre opération elle est assez exemplaire, elle coche pas mal de critères, mais au regard des enjeux d'aujourd'hui, le premier qui saute aux yeux, c'est que vous démolissez tout le quartier. Donc qu'est-ce que vous faites pour minimiser votre impact sur la démolition? Donc notre changement de regard, ou en tout cas notre prise de conscience à nous, c'était d'abord ce moment-là où clairement l'autorité environnementale nous a dit il va falloir faire quelque chose d'important. Ensuite, dans un second temps, on s'est fait accompagner par des experts pour essayer d'imaginer comment on pouvait minimiser notre impact tout en gardant ce volet de démolition, puisque on a restauré tous les pavillons et que cette opération de densification, de diversification, elle était importante et saluée par le territoire. Donc on s'est entouré d'experts, donc NeoEco, puis CycleUp. On a fait un diagnostic ressources assez fin qui nous a permis de quantifier un petit peu les déchets, de voir ce qu'on pouvait en faire, ou les ressources, de voir ce qu'on pouvait en faire. Et avec ce premier diagnostic, avec d'autres conseils, on a essayé de porter une démarche plus globale environnementale en répondant au premier appel à projet Fonds Recyclage des Friches en 2021, porté par l'État. Et donc on a remporté en fait cet appel à projet et ça a été l'occasion pour nous en fait de muscler la totalité des ambitions environnementales du projet et de se porter candidat à la démarche Écoquartier. Et c'est dans ce cadre qu'on a pu rencontrer Ecopolis. Et puis, dans un dernier moment, on a du coup, fort de ces premiers diagnostics et de ces ambitions qu'on s'est fixées, on a pu effectivement solliciter la région de France qui nous accompagne aujourd'hui, et on les en remercie, sur la démarche zéro déchet et économie circulaire. Voilà, donc c'est un petit peu notre démarche. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps pour développer dans le détail. J'ai des questions, mais tu as du temps. Ouais. Donc, j'ai parlé du volet réhabilitation. Sur le volet démolition, effectivement, on a pu quantifier qu'on allait produire 35 500 tonnes de déchets. On voit un peu les immeubles collectifs, c'est des immeubles en béton, voilà, en arête de poisson des années 60. Donc, en fait, l'enjeu principal, c'est les gravats. Enfin, c'est les gravats ou le béton tout court. Qu'est-ce qu'on fait de ce béton-là? Donc, on s'est fixé vraiment sans a priori, sans censure, avec les AMO, un objectif de 93% de valorisation de la masse totale. Et en réalité, donc, on a terminé les premiers chantiers, donc les 3 premières barres qu'on voit là dans l'image en haut à gauche, qui sont situées plutôt sur la partie droite de l'image. Donc on a relogé là, 104 ménages et on a déconstruit ces premières barres. Le bilan a été fait avec les AMO et on a réussi à revaloriser 99% en fait, des déchets. Donc ça passe par quoi? Ça passe par du concassage sur site, ça passe par de la revente à des entreprises de TP locales, ça passe par des diagnostics très fins. Et puis ensuite, pour tout ce qui est matériaux à l'intérieur, effectivement, on a réussi à revaloriser les fenêtres, des fenêtres en PVC, donc le verre et les châssis. On a revendu des portes, on a revendu pas mal de sanitaires, donc on est accompagné vraiment globalement par CycleUp. Et puis on a démoli aussi une dizaine de pavillons qui sont pas là sur l'image, mais sur une petite phase. Et là, pour le coup, les objectifs ils sont un petit peu différents, puisqu'on a des pavillons avec des soubassements en moellon, des tuiles, des charpentes en bois, donc c'est un petit peu plus facile de, je dirais, mettre à disposition ces ressources à des entreprises ou des associations locales. Ou de les réutiliser dans le projet futur. Donc en fait, on va réutiliser la pierre dans la reconstruction de murets, puisqu'on a une programmation de pavillons neufs. On va réutiliser la totalité des tuiles et on a réussi à revendre la charpente à une entreprise qui s'appelle Legwood, anciennement depuis 1920, qui est présent au fort d'Aubervilliers. Voilà un petit peu. Et du coup, donc on voit bien que la circularité, même si vous, en tant que bailleur, vous avez des habitudes de prise en compte de la parole des habitants, et ça, on en reparlera à un autre moment, mais il y a une impulsion institutionnelle qui vous dit il faut faire quelque chose de cette déconstruction. Et vous qui, en plus, sur cette opération, devenez un peu aménageur, ce qui n'est pas votre habitude en temps normal, qu'est-ce que tu apprends de ça? C'est quoi les freins? Qu'est-ce que tu as rencontré comme principal blocage? Qu'est-ce que tu aimerais voir différemment, peut-être sur les diagnostics, sur qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Alors nous vraiment on s'est pas fixé de limite, on n'a pas par exemple estimé les surcoûts potentiels et aujourd'hui on n'en rencontre pas, hein, d'aller plus loin sur les démarches d'économie circulaire. Euh, donc les difficultés qu'on rencontre finalement, on n'a pas de difficulté par exemple il y a des nuisances qui seraient liées au concassage comme on peut l'avoir sur des opérations peut-être dans des secteurs plus denses. Ici, on a eu vraiment zéro sujet en phase de déconstruction avec les habitants. On a assez peu de difficultés non plus sur les emprises de stockage, puisque finalement, on est sur un site avec beaucoup de place. Donc ça, c'est une vraie chance pour pouvoir stocker des matériaux, parce qu'il y a du délai, hein, entre les chantiers de déconstruction et les futurs chantiers de construction neuve. Donc en fait, on se met à disposition de nous-mêmes, puisqu'on est démolisseurs et constructeurs et aménageurs. On se met à disposition de nous-mêmes ces ressources et on a le temps de les stocker. Après, les principaux freins, ils sont essentiellement en réalité techniques et puis logistiques. En réalité, c'est des matériaux qui ne sont pas d'aussi bonne qualité qu'on aurait pu les envisager. C'est des preneurs qui sont peut-être pas là au bon moment. Euh, euh, donc on pourrait peut-être aller plus loin. Peut-être qu'on aurait besoin de plus d'accompagnement aussi technique aussi. Mais finalement, ça se fait de façon assez naturelle. Ok, bah, merci beaucoup. Et il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés dans le projet suite à cette prise en compte du besoin de devenir de ces matériaux? Oui, bah, on est entouré par effectivement un binôme en fait sur le volet bâti, c'est plutôt Cycle Up qui nous accompagne en fait sur la totalité des chantiers. Et puis sur le volet non bâti, c'est un aspect qu'on est encore un petit peu en train d'explorer. Le volet de valorisation des terres, puisqu'on a quand même on va creuser des sous-sols, donc on a beaucoup de déblais, de remblais. Donc là, on est accompagné par ESUS pour essayer, là aussi, sans a priori, de maximiser, enfin de minimiser l'impact de cette gestion des terres à l'échelle du projet. Mais là, on en est encore au démarrage, même si les premiers chantiers se lanceront l'année prochaine. D'un point de vue des diagnostics, des filières, on est en train d'estimer ce qui peut être mis en place, voilà, sur le projet. Au démarrage. Tu avais une question peut-être? Oui, moi j'ai une question, donc bravo pour tout ça. J'avais deux questions en fait. Une première sur qu'est-ce qui, dans le processus, quand vous êtes interpellé sur la dimension circulaire de l'opération et sur le fait qu'il y a une grosse part de démolition, qu'est-ce qui ne vous invite pas à repenser les études pour une éventuelle conservation des existants et des barres de logement qui sont dont on ne voit pas sur cette toute petite photo les qualités, mais dont on peut soupçonner que des traversants pourraient être mis à profit, qu'il y ait certaines qualités. Est-ce qu'il y avait une trop grande perte de qualité spatiale et performantielle des matériaux qui ne vous permettait pas, ou est-ce que le processus était lancé tant qu'il n'était plus temps et que peut-être c'est une réflexion qui est menée sur d'autres opérations? Et la question aussi, c'était de savoir si vous connaissiez la part de réemploi et de recyclage dans le bilan. Merci beaucoup, Clara. Oui, bah, c'est une question qu'on nous pose très régulièrement, hein. Enfin, cette opération, elle date de 2016 pour son démarrage. Les choses ont beaucoup évolué depuis, en particulier sur les projets en NPNRU, hein. On fait plus les choses de la même façon. Là, je dirais que ce qui compte vraiment pour voilà, l'ensemble des acteurs du projet, c'est que si on avait gardé l'ensemble de ces barres ou si on en gardait une partie, on n'aurait plus du tout le même projet urbain. C'est-à-dire que vraiment une analyse assez objective de ce que ça pourrait donner en termes de spatialité, en termes de services offerts aux habitants, en termes voilà, de diversification des logements et puis même en termes de densification. On n'aurait pas pu faire la même chose voilà, en gardant ces immeubles. Effectivement, ils ont quelques qualités, hein. Voilà, c'était des immeubles en béton préfabriqué, avec quand même des surfaces annexes extérieures qu'on retrouve sur ces logements. Mais on espère pouvoir faire mieux, enfin on fera mieux et on fait déjà mieux, je pense, sur les qualités constructives de ce qui est réalisé. En tout cas, on y est très attentif. Donc on n'aurait pas du tout eu le même quartier in fine, hein, en gardant ces immeubles et on aurait finalement obéré la constructibilité de logements, mais aussi de services, de commerce, d'équipements. Donc ça aurait été assez compliqué.
Bon, sur d'autres sites, on a une opération à Paris, là, dans le 19e arrondissement. C'est vrai que c'est pas du tout la même histoire. On arrive avec des immeubles qui ont peut-être un peu plus d'intérêt d'un point de vue patrimonial, des immeubles de la reconstruction des années 50 en briques. On arrive avec une simple opération de restructuration et d'extension, pas très loin de la ferme du Rail, avec Atelier du Pont, on arrive à passer de 29 logements à 84 logements en conservant la totalité des arbres sur le site, en conservant effectivement les immeubles existants, en amenant des aménités, en ménageant un accès sur la petite ceinture qui sera ouverte au public. Ce tronçon sera ouvert au public très bientôt. Donc on arrive à à densifier, à offrir des qualités, aménager les espaces verts. Là, sur cette échelle, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc, voilà. Et puis, pour la deuxième question, pour ce qui concerne les taux, on est sur un taux de, on va dire, valorisation, mais ça mélange un peu tout. Hein. On est sur un taux atteint, là, en première phase, de 99%. On s'est fixé, nous, un taux de valorisation de 93% de la masse, en fait, des déchets produits, 70% pour les terres inertes, valorisées sur site et ex situ. Et en taux de réemploi, ça dépend beaucoup en fait des familles de matériaux, mais sur la première phase de déconstruction, c'est vrai que sur le réemploi, on a eu quand même un petit peu de difficulté à maximiser. Il n'y avait pas énormément de ressources, mais typiquement sur les sanitaires, on a dû pouvoir réemployer 30%, essentiellement grâce à l'atelier de stockage de reconditionnement de Cycle Up à Noisy-le-Sec. Voilà, sur les luminaires, c'est plus compliqué. Voilà, ils étaient dans un état un petit peu plus particulier. Mais voilà, en gros, les ordres de grandeur. Merci beaucoup. Et on s'offrait une transition qui était toute choisie sur la question de la circularité des terres. Justement, parce que dans les projets, on parle moins souvent en termes de réemploi de la question des terres, mais dans les projets d'aménagement, on s'aperçoit que c'est vraiment une question centrale et que très vite, elle s'impose en termes de masse également. Et donc, justement, j'avais invité Marine Outari pour nous parler de cette question-là, parce qu'au Campus Cachan, c'est un projet qui s'empare complètement de cette question de la gestion des terres. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui arrive en cours de projet. Et donc, ça nous permet de se rendre compte du discours itératif qui peut se construire et qu'est-ce que ça transforme aussi. On va en parler avec les acteurs, avec les contrats, comment ça s'organise. Et je te mets une diapo. Hop. Celle-là, c'est bien. On t'écoute. Alors bonjour à tous. Je suis responsable d'opération à SADEF 94, qui est un aménageur public du sud-est parisien. On intervient essentiellement dans le Val-de-Marne et donc ici à Cachan, qui est une commune située à environ 5 km au sud de Paris, sur la partie ouest du département du Val-de-Marne. Alors l'ENS Cachan, donc en fait vous avez à l'écran le plan masse du projet actuel. Donc l'ENS Cachan, c'est une emprise enclavée, enfin c'était une emprise enclavée d'environ 22 hectares, qui en réalité était aussi partagée avec d'autres propriétaires, dont le Crous, la région Île-de-France avec un lycée, et l'IUT de Cachan. L'ENS occupait environ 11 hectares et a annoncé son départ vers le plateau de Saclay en 2013. C'est posé rapidement la question du devenir de cette emprise qui se situait vraiment au cœur des 22 hectares. Et donc la programmation finalement a abouti à un maintien de la vocation universitaire du site. Donc les bâtiments ont tous été conservés et réhabilités par des écoles privées à qui l'EPIF a directement cédé les bâtiments. La concession d'aménagement, donc des études ont été menées à partir de 2019 avec la ville de Cachan et l'EPT Grand Orly-Saint-Pierre. Et une concession d'aménagement a été confiée à SADEF 94 en 2021. Le périmètre en fait, de concession d'aménagement se réduit à 5 hectares. Donc on a vraiment un emboîtement d'échelle dans cette opération avec beaucoup de partenariats non contractuels, j'y reviendrai. Et donc on a le programme de cette concession d'aménagement Orzac. C'est essentiellement l'aménagement de 20 000 m² d'espace public en espace vert
public ouvert à tous. Donc en fait, c'est la transformation des espaces extérieurs de l'ENS en espaces publics, avec la création de 7 nouveaux accès contre 1 initialement. Environ 320 logements sur la partie est du campus et une maison des associations et des initiatives citoyennes. Même en urbanisme transitoire. Voilà, on est en plein du coup dans le sujet, puisqu'effectivement, alors elle a été en urbanisme, enfin occupée par l'association La Mine, donc c'est une petite aparté, mais pour préfigurer son usage de maison des associations. Et elle est en cours de travaux pour devenir cette maison des associations qui s'inspire énormément de ce qui a été réalisé à ce moment-là, et qui, entre parenthèses, est bâtiment durable francilien. Tout à fait. Voilà. Projet démonstrateur à plein de titres. Voilà, donc on a commencé, donc on a désigné Kobe et EPDC comme maîtrise d'œuvre urbaine en 2022. Les études ont démarré. Donc très vite, donc c'est un projet qui est très, très exemplaire et ambitieux en termes environnementaux. Donc on est très vite allé chercher, et qui est donc très subventionné par la ville de Cachan. Donc on avait comme objectif numéro 1 d'aller chercher des financements qu'on a très rapidement obtenus, notamment avec la région, donc le partenaire de beaucoup de gens ici apparemment, la région Île-de-France. Donc on est titulaire de la subvention 100 quartiers innovants écologiques. On s'est donc pendant les études avec notre AMO développement durable Visea, on s'est très vite dirigé vers la démarche quartier durable francilien qui donc elle nous a permis de nous rencontrer. et donc surtout de nous challenger sur un certain nombre, donc de pousser les curseurs au maximum, en tout cas de tous les volets environnementaux du projet, et de nous challenger sur certains points, notamment le réemploi. Donc là, le réemploi en aménagement, c'est quand même pas quelque chose de très développé. Donc on a commencé un peu à explorer comment on pourrait accompagner les projets de réhabilitation des bâtiments de l'ENS vers du réemploi, mais sachant qu'ils étaient exclus du périmètre de concession, n'avaient aucun lien contractuel, contrairement avec l'opération de construction neuve, de leur imposer quoi que ce soit. Donc on a continué à creuser. Parallèlement, on a été aussi lauréat d'un AMI démonstrateur de la ville durable, porté par l'État et piloté par la Caisse des dépôts. Nous, l'ambition était de pousser les curseurs de l'innovation, donc en gros basculer d'un projet exemplaire à un projet innovant. Donc grâce à ces financements-là, on a lancé on s'est associé au cluster Au Milieu Sol, qui est une association francilienne qui réunit des acteurs autour de ces sujets-là. Et on a lancé 3 expérimentations sur le campus qui nous ont permis de faire la connaissance d'un bureau de conseil en ingénierie qui s'appelle ValorSite. Donc voilà, tout cet enchaînement finalement d'événements et de rencontres d'acteurs. Oui, d'effets d'opportunité en fait. Exactement. Donc vous vous êtes saisi un peu au fil de l'eau. Voilà, donc grâce à Ecopolis, grâce à notre maîtrise d'œuvre, grâce à toutes les personnes qui nous accompagnent, on a réussi à adapter pendant les études et même au-delà le projet pour améliorer nos objectifs. Et donc, alors que ValorSite avait une expérimentation juste restreinte à une zone d'agriculture urbaine pour cribler des terres inertes pour les rendre fertiles, on a commencé à engager une discussion pour voir ce qui serait possible de faire à l'échelle de l'ensemble des espaces publics du campus. Et donc là, on en était quand même déjà au pro des espaces publics, donc le projet était quand même relativement avancé. Oui, et puis avec une maîtrise d'œuvre, je dirais, qui n'était pas aguerrie à ces questions de circularité, donc ce qu'apprenait en faisant C'est aussi. ça, on apprenait tous en faisant. Ce qui a son importance aussi dans ce projet-là, c'est que on est sur les coteaux de la Bièvre, donc on est un site qui est en déclivité. Et donc parmi nos objectifs durables, on en a 2 en particulier qui ont vraiment façonné le projet d'espace public. C'est un zéro rejet des eaux pluviales dans les réseaux. Tu me dis si tu veux une autre diapo. Ouais, non. Bah là, on va rester sur ça. Bon, c'est essentiellement ça.
ce qui a en fait façonné et modelé l'ensemble des espaces extérieurs du campus, et donc a forcément généré ensuite d'énormes mouvements de terre. Donc mouvements de terre, donc là la maîtrise d'œuvre a commencé à se pencher sur les mouvements de terre, et à l'appui des études de sol qu'on a réalisées, on s'est rendu compte qu'on avait quand même des sols relativement pollués. Alors, surtout sur les terres végétales, mais aussi un peu sur les remblais, de métaux lourds, donc plomb, zinc et cuivre. Donc c'était très inégal en fonction des zones. Mais donc là, donc là, on a un processus un peu classique qui s'enclenche en disant bon bah, on va tout envoyer en décharge et on va apporter des terres végétales. Bon, je grossis le trait parce qu'on a quand même beaucoup travaillé avec EPDC et Kobe sur cette question de garder un maximum de terres sur le campus, mais oui, à ce moment-là, vous étiez dans une dynamique un peu classique de projet, ouais, c'est ça, minimiser les volumes, mais avec une évacuation en décharge de la terre polluée. Voilà, on a toujours en tête le volet sanitaire de ce genre d'opération, donc on n'a pas vraiment remis ça en question, et donc on a demandé à Valeur Site de nous donner une analyse critique et des analyses de terre et du projet. Et donc il nous a produit un concept de gestion des terres qu'on a fini par étudier sérieusement avec la maîtrise d'œuvre et qu'on leur a imposé. Et donc du coup là, vous modifiez en quelque sorte le contrat et la mission de la maîtrise d'œuvre qui doit intégrer tout d'un coup cette arrivée de la circularité, de la dépollution sur place des terres dans son projet. Voilà. Et donc, dans tous les cas, on devait aussi désigner une maîtrise d'œuvre des pollutions à ce stade. Mais donc, on a modifié le cahier des charges pour que ce ne soit pas du coup une adaptation des plans de terrassement et d'envoi en décharge classiques, mais qui prennent en compte la méthodologie de Valeur Site. Donc, peut-être je peux rapidement parler de cette méthode. Mais on t'écoute, avec plaisir. Donc là, on parle vraiment de revaloriser les terres végétales. Enfin, en tout cas, de créer de la matière végétale. Donc sur le campus, au stade du Pro, on avait estimé environ à 12 000 m3 de déblais remblais. Sur la partie terre végétale, on avait la moitié qui était trop polluée, donc qui partait forcément en décharge. D'après les analyses de Valeur Site, et en s'appuyant sur une autre réglementation que celle des décharges qui s'appelle Refuge, ils ont considéré qu'on pourrait, à ce stade, revaloriser sur site la moitié de ces terres-là. Donc on les revalorise à 2 titres. Donc il y a un premier volet qui consiste à réutiliser les terres végétales qui ne sont pas trop polluées pour partir en décharge, les cribler, donc les reformuler pour les enrichir aussi, et les reverser dans des fosses d'arbres. Donc c'est des matériaux qui sont pollués mais qui ne sont pas trop dangereux. Par mesure de sécurité, on les isole quand même dans des fosses d'arbres. La deuxième manière de faire, c'est d'utiliser les remblais stériles et de les reformuler avec du matériau d'apport, avec on va dire 2 tas. Un tas qui servira vraiment à la couche superficielle, donc qui est très riche en matière organique, etc. Et une deuxième couche qui, en réalité, n'existait pas sur le site au départ, qu'on appelle, donc ils appellent ça des horizons, donc horizon A au-dessus, horizon B en dessous, qui est plutôt de la matière organique minérale, qui permet d'améliorer la rétention d'eau, la fraîcheur et la biologie des sols. Et donc en fait, on va venir implanter cet horizon B qui n'existait pas sur le site, sur la partie du site. Et donc voilà, en gros, Du coup, ça s'est rendu possible aussi parce qu'au campus, il y a de la place. Exactement. Donc on se rend bien compte que c'est vraiment une des conditions à la mise en œuvre, même en cours de route, de ces questions de circularité. Et après, il y a ce nouvel acteur
Donc Valeur Site qui devient un AMO finalement dans votre projet et qui va gérer, orchestrer les acteurs autour de cette question de la circularité des terres, mais aussi son implantation dans le calendrier finalement. Ouais. Alors ça, c'était vraiment le gros challenge parce que l'humain va quand même tendre vers la facilité. Donc c'est quand même plus facile de faire venir des camions, les remplir, les faire partir et apporter de la terre qui est déjà analysée. Donc là, le risque, même encore aujourd'hui, donc là, on en est à la préparation du chantier d'espace public. Et encore aujourd'hui, on essaye d'être le plus vigilant possible pour ne pas rebasculer vers l'option de base. Donc en fait, on a effectivement attribué à Valeur Site une mission d'AMO qui nous aide à piloter la maîtrise des pollutions, la maîtrise d'œuvre et les entreprises. Donc là, en fait, ils nous ont aidés à rédiger une annexe au CCTP du marché de travaux. Et en fait, l'idée qui nous permet de rendre ça possible, c'est qu'en fait, le lot espace vert est responsable de la création et la formulation des terres et de leur analyse. Donc il y a quand même un partage de responsabilité. Et donc là encore, pas plus tard qu'hier, avec mon collègue qui gère les travaux, on a des échanges en off régulièrement avec Valeur Site pour s'assurer que tout roule, qu'il n'y a pas besoin de rappeler, pas à l'ordre, mais en tout cas de rappeler les objectifs et de s'assurer que tout est fait en temps et en heure. Parce que c'est vrai que là, le gros challenge, c'est en ce moment, on est en train de finaliser des dernières analyses de terre, à la fois agronomique et pollution, pour affiner le maillage et affiner la connaissance de certaines zones. Et ça nous permettra de connaître la quantité exacte de terre qu'il va falloir stocker sur le site. Donc le travail de l'OPCIC est aussi hyper important, puisqu'il va nous aider à savoir quelle surface on gèle pour ce stockage-là. Et ensuite, il y a aussi une question de calendrier, parce que les terres... Voilà, pour bien connaître le projet de l'intérieur, par ailleurs, c'est un projet qui est quand même dans un calendrier plutôt très court pour un projet d'aménagement. Et donc, qui intègre ça en cours de route, mais qui dans un temps quand même très réduit. Parce que vous rentrez en chantier, là. Ouais, là, demain. Et c'est une question qui a commencé à se poser il y a 1 an à peine. Cette question de la circularité des terres. Hein. C'est vrai qu'on a réussi à adapter les choses. Mais bon, encore une fois, c'est aussi parce qu'on a de l'espace. Enfin, même si là, on est en train de se creuser vraiment la tête pour trouver justement cette zone de stockage, et c'est vraiment pas si simple, mais c'est un projet qui le permet. Et un portage politique. Oui. Une impulsion institutionnelle, et la mairie de Cachan qui est très à l'écoute et très en demande de ce genre de réflexion et d'apport au projet. Ouais. Et justement, je crois que sur ce sujet des... Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au campus Cachan, le cœur, c'est la réhabilitation d'un EBC. Donc l'EBC, je pense que les gens le savent, c'est une écriture réglementaire qui appartient au PLU. Et je crois que Nina Leduc de la région, elle avait peut-être une question sur ces questions réglementaires. Je sais pas si vous pouvez passer le micro. Oui, tu nous rejoins sinon. Tu veux nous rejoindre? Rejoins-nous. Rejoins-nous, c'est plus simple. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci pour vos témoignages. Et oui, du coup, en parlant d'impulsion institutionnelle, moi, je voulais savoir si les documents d'urbanisme locaux avaient permis de faciliter justement l'intégration d'objectifs d'économie circulaire dans les aménagements. Enfin, je sais que c'est le cas. Certains territoires commencent à intégrer des objectifs même chiffrés. Est-ce que là, c'était le cas ou pas ou peut-être que c'est prévu à l'avenir, mais... Oui, la mairie pourrait s'en emparer et inscrire aussi au document d'urbanisme. Donc comment ça a fait évoluer de ce point de vue-là Exactement. Mais alors nous, on n'a pas vraiment été, à part pour l'opération de logement, mais sur l'aménagement, on n'a pas vraiment été soumis aux documents d'urbanisme municipaux, quoi. Il y avait le BC qui était inscrit, donc l'espace boisé classé qui finalement inscrivait une partie d'espace de nature à conserver quand même. Donc ça, mais bon, là en termes de réemploi, du coup on va le nettoyer de toutes les espèces invasives et on va le rendre accessible de manière sécurisée, etc. Mais alors après il y a un PLUI qui est en cours d'approbation là sur le Grand Orly Seine-Bièvre. Il faudrait que je me renseigne pour voir si le réemploi des terres
intégré, mais de manière générale, quand même, dans l'aménagement, on n'a pas, en tout cas, en creusant même avec Ecopolis, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de filière constituée pour les réemplois des matériaux pour l'aménagement. Donc en fait, finalement, nous, on fait du réemploi par une petite porte dérobée, puisque on réutilise les matériaux qu'on a déjà sur place. Enfin. Et vous avez fait un bilan, je me rappelle avant qu'on parle des terres excavées, on avait fait un bilan de ce qui existait sur le site, en termes aussi de baraudage, de réverbères, etc. Pour se dire qu'on partait pas d'une table rase et que même si on était sur un espace libre, en fait, il n'était pas si vide que ça et qu'on pouvait regarder ce qui pouvait se conserver. Et encore une parfaite transition, merci Marie. Je peux poser Clara, une petite vas-y, je question t'en prie. aussi. Oui, je me demandais deux petites questions sur justement, bravo aussi d'avoir, c'est surtout s'imaginer aussi le train en marche, le train d'enfer de l'aménagement urbain, d'arriver comme ça à amener une question très lourde et vraiment d'une grande complexité sur les histoires de pollution, tout ça. Je me posais la question de qui, parce que, ou alors je ne l'ai pas entendu, j'imagine dans ce très grand jeu d'acteurs qu'est l'aménagement urbain, dans la gouvernance, tout le monde s'est pas dû se réjouir complètement de ce caillou dans la chaussure qu'on leur mettait en cours de route. Donc j'espère que vous pouvez répondre de façon transparente, c'est pas toujours évident ça non plus. Mais de savoir comment les différents acteurs ont pris la feuille de route, la nouvelle feuille de route. Et aussi, justement, vous disiez que les maîtres d'œuvre n'étaient pas tout de suite, n'étaient pas dans des dispositions initiales sur l'économie circulaire dans la démarche, et que du coup, je voulais savoir dans leur dessin, est-ce que du coup il y a eu des modifications, parce que là, ce que vous leur proposez quand même, c'est de garder le maximum de matière. C'est un peu ça. Donc j'imagine que ça a un impact sur le dessin, et les usages, etc. Et tout ce que ça entraîne sur les milieux qu'ils ont imaginés, puisque ça va peut-être davantage concerner les paysagistes. Donc on ne fait pas la même ville, quoi. Si on garde... C'est un peu ma même question. Alors sur la gouvernance, très honnêtement, on a été très soutenus. Parce que c'est comme l'a dit Magali, c'est un sujet qui tient énormément à cœur à la maire de Cachan. Et le PT Grand Orly-Seine-Bièvre, qui est notre concédant, du coup, a suivi la recommandation de l'équipe municipale. Donc clairement, même si ça a effectivement un petit peu impacté le calendrier, c'était une démarche qu'elle a soutenue dès le départ, même dès le stade des expérimentations. Donc ça, pas trop de cailloux dans la chaussure. Après, sur l'impact sur le projet paysager, donc effectivement, là, on parle plutôt des paysagistes chez Kobe. En réalité, tout ce procédé-là vient surtout impacter l'organisation du chantier, mais pas tout à fait le projet. En fait, ça vient enrichir les couches de terre, donc ça vient améliorer déjà la biodiversité qu'on venait déjà enrichir, mais on s'est quand même inscrit, vu qu'on est quand même arrivé assez tard dans le projet, pro-DCE, c'est quand même très tard, on s'est vraiment inscrit dans le nivellement initial du projet, et même les formules de terre végétale sont parfois à adapter en fonction des essences d'arbres. Donc on a demandé à nos différents AMO d'être attentifs à ça. Donc c'est plutôt tout le monde qui s'est adapté au projet paysager qui était déjà dessiné, plutôt que l'inverse. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, mais j'aurais espéré une autre réponse, mais oui. Mais c'est itératif, on l'a dit. C'est des allers-retours. Et donc, toi, Clara, tu es venue nous parler plutôt d'un projet, quand même pour faire le lien, qui part d'une décision politique assez forte, qui est celle de la conservation d'un foncier, et donc qui montre là aussi quand même une évolution des pratiques, de la prise en compte du territoire et des questions de l'aménagement. Et donc, avec le projet, je vais essayer d'aller dans le bon sens, raté. Oui, donc il s'agit de la création d'un tiers-lieu solidaire dans le nord-est parisien, dans le 19e arrondissement.
On est parti, justement, le début de l'histoire, c'est un grand propriétaire foncier, la SNCF. Et d'ailleurs, je me disais, ces grands propriétaires fonciers, on parle souvent du foncier, justement, on pense au sol beaucoup, mais est-ce qu'il y a eu des inventaires sur la masse la masse matérielle de tout ce qui a été extrait pour construire tout ce qu'ils possèdent, et d'inventorier tout ça dans sa réalité enfin voilà, je me posais ces questions en vous entendant tout à l'heure. Mais donc voilà, donc la SNCF, peut-être on peut figurer un tout petit peu s'il y a une image pour que les gens se représentent. Non, peut-être, non. Bon, tant pis. C'est un ancien lieu logistique qui se trouve sur la petite ceinture. Donc là, on voit un petit peu la petite ceinture que la SNCF souhaite valoriser. Donc elle fait un appel à projet, donc comme elle a fait assez souvent sur ce qui était plutôt du décite de friche pour sa valorisation dans un urbanisme intercalaire. Donc là, elle rentre un peu dans un autre type de proposition. Puisque la question est un peu différente déjà. La question est un petit peu différente, mais pas complètement assumée sur celui-ci, il faut le dire, et tout le monde a besoin d'avancer, d'évoluer. Donc la proposition qui est faite, c'est un appel à projet avec un bail de 12 ans, qui est une espèce de cote mal taillée entre un urbanisme transitoire intercalaire long, et un investissement pour des acteurs qui étaient plutôt fléchés en économie sociale et solidaire, beaucoup trop court au regard des investissements qui sont nécessaires, puisqu'on n'est plus comme ici, qui est hyper vertueux, où il se passe énormément de choses, mais où on n'est pas dans un confort et dans une qualité d'usage et dans des normes réglementaires thermiques et dans des performances thermiques et écologiques. Oui, on se dit que dans le temps long de l'urbanisme, 15 ans finalement, c'est pas encore... Et ça n'est pas du tout suffisant, voilà. Bon, ça c'est la base, je viens un peu par la petite histoire, mais sur le rôle de l'acteur foncier qui est institutionnel, qui est vraiment indispensable sur toutes ces questions, et on le voit, ça traverse là aussi les initiatives, c'est les villes, c'est ces acteurs-là qui, en assumant la question foncière, et c'est le cas, donc là, elle propose un bail sur quelques années, et donc on se mobilise avec un collectif d'associations du quartier pour la création imaginer d'un lieu qu'il voit depuis longtemps. Donc c'est un bâtiment qui est désaffecté depuis de nombreuses années, et il y a un souhait intense des habitants d'investir ce lieu pour créer avec une intention plutôt culturelle. On avait accompagné d'autres collectifs dans le quartier sur la question du travail, la place du travail avec la ferme du rail et les questions, les travaux maraîchers et de compostage, et sur d'autres enjeux. Mais là, la question était culturelle, un souhait des habitants de trouver un lieu où ils se sentent invités, donc on est dans un quartier très populaire, invités à pousser la porte, plus que dans les autres institutions culturelles où ils ne se reconnaissaient pas forcément. Et puis aussi la volonté, parce que certaines de ces associations avaient une histoire autour du textile, de créer un lieu autour de l'économie circulaire du textile. Donc il y a une ressourcerie qui est imaginée, et puis un lieu ressource aussi pour réparer ses vêtements et gagner aussi en pouvoir d'achat pour les habitants, et malgré tout en qualité et restant beau avec ses vêtements. L'intention aussi, c'est d'en faire un lieu de fête, un lieu de réunion. On a besoin de ces lieux-là éminemment aujourd'hui. C'est comme ça que je le connais. Voilà, et en même temps un lieu où se croiseraient tous les publics. Donc voilà, ça c'était l'intention de départ. Et puis, bien entendu, il y a la nécessité que rejoigne un acteur financier, donc Belleville, qui est logé dans ses murs d'ailleurs en ce moment, non plus d'ailleurs, je crois, mais qui a été ici,
et qui donc nous rejoint dans le projet et joue le rôle donc de maîtrise d'ouvrage, mais le collectif d'associations qui se monte en coopérative, en SIC, au fil du montage du projet, reste néanmoins la maîtrise d'ouvrage effectif et décisionnaire du projet, en partenariat du coup très fort avec Belleville qui, faut le saluer, ces acteurs-là prennent un risque du coup financier sur des temps d'investissement courts. Donc là, on est sur 1,3 million de travaux on est presque à 800 mètres carrés. Donc c'est pas hyper bon marché. Il y a aussi toujours cette idée dans tous ces projets de payer correctement chacun des intervenants. Donc ça veut dire que les coûts sont maîtrisés. Mais là, l'économie circulaire dans le temps du chantier, elle a joué à plein aussi sur la question économique. Ça veut dire que c'est une critique qui est souvent faite sur le surcoût que ça induirait. Mais le fait de l'avoir intégré très très tôt et que c'était une intention aussi du collectif associatif que ça prenne une place première, c'est-à-dire que leur première intention, c'était surtout de conserver les existants. Ils étaient attachés à ce patrimoine et ils n'avaient pas envie d'une transformation lourde. Ça tombe bien parce qu'on n'avait pas les moyens de toute façon. Mais néanmoins, la question sociale, il faut y répondre. On avait besoin de créer des planchers. Il y avait une grande nef intérieure une nef dans ce bâtiment industriel. Il fallait néanmoins recréer de la qualité d'usage. Et donc le faire toujours dans cette démarche de sobriété et de moindre impact. Et donc, c'est créé un écosystème qui était, je dois le dire, préexistant aussi sur le nord-est francilien, de partenariats qui ont été menés depuis plus d'une dizaine d'années, voilà, qui, à l'occasion de la réhabilitation de la Maison des Canaux, à l'occasion d'autres projets en Île-de-France et à Paris, c'était renforcé. J'en vois plusieurs ici qui sont présents, c'était renforcé, qui va chercher la matière, qui l'identifie, qui la transforme dans son atelier, qui devient fournisseur de matériaux en réemploi, et puis ceux qui sont là à la main-d'œuvre et à la rendre belle à nouveau, puisqu'elle est, il y a pour à titre d'exemple, donc il y en a beaucoup, je ne vais pas les énumérer tous, mais alors le plus gros geste, il n'est pas visible, c'est le fait d'avoir récupéré de la laine minérale sur un bureau à Saint-Ouen, donc on n'est pas très loin. C'est Travail et Vie ici présent, entreprise d'insertion spécialisée dans le réemploi, enfin dans la déconstruction et la remise en valeur des matériaux et la logistique autour de ces questions, qui s'est chargée de cette opération et qui est venue donc livrer aux poseurs l'ensemble des 800 mètres carrés de façade qui ont été isolés avec cette matière-là. C'est aussi des liens avec d'autres maîtrises d'œuvre et d'autres maîtrises d'ouvrage, puisqu'on a récupéré aussi la façade de la maison du projet qui avait été pensée par Encore Heureux, avec déjà une façade en réemploi qui était issue d'un bureau. Donc on vient donner la troisième vie d'une façade mixte bois-aluminium. Et c'est là aussi, depuis 1920, qui se charge de la remise en œuvre et de la réadaptation, donc avec tout un travail de requalification, là, pour des questions thermiques, enfin des sujets assez techniques et des niveaux de validation, mais se faisant néanmoins avec des artisans locaux dans ce processus-là et restant dans une petite échelle, avec de très nombreux acteurs. On est un peu jaloux des grands projets d'aménagement, donc nous, on est tout petits, mais on met plein de monde autour de la table. Voilà, je plaisante. Mais alors, ça ne crée pas d'inertie, ça crée évidemment plus d'agilité a priori. Et ce qui est intéressant, et peut-être ce sur quoi on a envie de t'entendre, c'est comment ce projet, il naît aussi d'une cristallisation du besoin des habitants et d'un tissu aussi qui est favorable à l'implantation de ce type de programme, et de réfléchir, en fait, de co-construire. Il y a un geste politique, il y a un site, il y a le croisement avec vous, vos habitudes, vos partenariats, tout votre tissu d'acteurs que vous constituez au fil des projets. Et puis finalement, l'usage et l'usager. Et peut-être que tu peux nous raconter comment ça vient dans le projet, comment ça vient le nourrir. Oui, alors comment on concerne tout le monde? C'est un concernement citoyen, si on peut dire. Moi j'habite le quartier, et puis tout le monde. Et j'ai envie de dire, en fait, cette démarche, on dit économie circulaire, mais cette démarche de la récup,
elle n'a jamais quitté les habitants, et surtout dans les quartiers populaires. Et donc, il y a aussi évidemment cette dimension de bon sens et de relation mémorielle aux choses qui est évidente pour les habitants. Donc, c'est vraiment pas les plus compliqués à embarquer dans le récit, dans l'histoire et dans l'implication dans tout ça. Donc là, on a par exemple du mal à récupérer de la faïence en réemploi, puisque du fait d'écoles très performantes qu'a gentiment créé l'industrie, on ne sait pas la déposer sans trop de casse. Du coup, on a fait appel aux habitants. Chacun a chez soi un petit reste de carrelage, et donc il y a eu un appel à ramener son bout de carrelage. Donc ça a très bien fonctionné, ce qui fait que tous les sanitaires ont pu être équipés ainsi, par exemple. Il y a aussi eu tout le travail acoustique d'habillage de la salle qui a été fait avec des moquettes qui ont été sourcées à la réserve des arts, qui récupèrent des moquettes d'événementiel de moindre qualité, et avec lesquels on a fait un travail de design avec les habitants pour que dans l'ensemble des structures partenaires, qui sont beaucoup, donc je ne les ai pas toutes citées, mais il y a beaucoup de centres sociaux et d'associations avec des vocations culturelles, et puis les écoles, et donc elles ont elles-mêmes des liens tissés dans les écoles du quartier, elles-mêmes des liens tissés avec d'autres partenaires associatifs, ce qui fait un vaste toile dans le quartier. Et donc on a imaginer un design qui puisse se mettre en œuvre pour créer cette tapisserie à l'intérieur en moquette avec un système de boucles très très simple à graffer qui a pu se fabriquer dans l'ensemble des classes, dans l'ensemble des assos du quartier. Et j'aime bien cette idée aussi qu'on vient un peu comme à Naples, où le gant il se fait un peu dans toute la ville chez toutes les dames qui ont des savoir-faire particuliers et que c'est encore très, très inséré dans le tissu urbain, de s'imaginer aussi qu'on s'investisse tous comme ça à la fabrication du lieu et à son habit de lumière un peu. C'était un peu l'idée, quoi. Et malgré tout, avec un objet technique là aussi, puisque l'acousticien a eu un travail sur cette question. C'est une salle de spectacle, donc il faut aussi une atténuation performante. Voilà. Ouais, moi j'avais une question, parce que c'est vrai que ce soit le TLM ou la ferme du Rail, c'est vraiment deux tours de force. Enfin, c'est très impressionnant. On les pratique. Enfin, c'est des lieux de fête, donc on y est attiré aussi en tant qu'habitant. On vient manger ou faire la fête au TLM ou à la ferme du Rail. Mais en plus de ces ambitions, vous avez réussi collectivement à garder une dimension très populaire. Je pense que sur les deux projets, donc il y a je crois un foyer ou une pension de famille sur la ferme du Rail. Centre d'hébergement. Un centre d'hébergement. Et puis la ressourcerie avec les ateliers de réparation là, de vêtements sur le TLM. Donc effectivement, les premiers, les habitants des quartiers populaires qui vont beaucoup dans les ressourceries, on s'en doute. Mais du coup, on se pose la question effectivement du montage financier de ces opérations. C'est comment le collectif d'acteurs, et donc j'ai compris la foncière Belleville sur ce dernier projet, arrive à tenir ces deux bouts tout en conservant effectivement un usage qui est plutôt au service des habitants, enfin, avec une rentabilité voilà, qu'on peut peut-être questionner, enfin, en tout cas qu'on ne voit pas trop là comme ça. Côté bailleur social, c'est sûr que on a de très lourds investissements, mais qui sont portés sur le temps long, voilà, avec des soutiens, voilà, des prêts bancaires, et puis un patrimoine qui est rentabilisé au bout d'un certain temps, etc. Enfin, il y a un modèle financier qui est remis en question aujourd'hui, qui est critiqué, qui est parfois attaqué, mais voilà, on est des grands acteurs, quoi, finalement. Là, comment est-ce qu'on arrive à faire, à garder cette dimension populaire dans le temps, tout en portant ces projets qui ont un coût? C'est intéressant de comparer deux projets, parce qu'il y en a un qui va mieux que l'autre. Très honnêtement, la ferme du Rail se porte mieux. Elle avait peut-être un modèle plus équilibré. Elle a aussi un bail à construction de 50 ans avec la ville. Le sol est municipal, et ça, c'est bien que ça le reste. Mais 50 ans, c'est un autre montage, en fait. En fait, il y a la dépendance dans les deux projets aux emprunts, qui prend pas la même proportion dans les deux projets, qui est moindre du côté de la ferme du Rail. Il y a eu un appel aussi aux fondations privées,
ce qui n'a pas été le cas pour le TLM, pour des raisons voilà, de perspective d'acteurs qui n'étaient pas dans les habitudes. Ça a pris une part importante dans le financement. Aussi, à la ferme du Rail, il y a du logement. Le logement, il y a des dispositifs de montage voilà, avec les différents acteurs, régions, villes, etc. État, qu'on n'avait pas sur le TLM, un lieu d'activité, l'activité, le culturel, se rencontrer, toutes ces questions-là, c'est très très chaud à financer en fait. Les investissements sur ces questions-là, le travail, tout ça. Le logement, on arrive à trouver des montages, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il y a cette dépendance à l'emprunt, la longueur de l'emprunt. Quand vous allez voir une banque et que vous lui dites 10 ans et quand vous lui dites 50 ans, elle ne vous répond pas pareil. Et dans les différences, peut-être, ça fait déjà quand même des choses... Le logement, c'est un bon point de départ d'assise de ces projets de tiers-lieux, je trouve. Moi, je trouve qu'on rentre dans des équilibres plus sains, en fait. C'était pas possible, là, pour des raisons... On l'aurait envisagé, sinon, au TLM, pour des raisons de PLU. Ça n'était pas envisageable. Et puis bon, aujourd'hui, il est plein comme un œuf. Mais c'est vrai que c'est un projet pour lequel c'est compliqué les premières années et la fragilité, voilà. Donc il y a une responsabilité aussi, effectivement, et innocente. Comment ? Il faut venir au TLM. Venez manger, faire la fête, louer la salle qui est pas chère, tout ça. Voilà. Et il faut... Voilà. Venez tous. Venez au TLM. Venez au TLM. Pratiquer les espaces partagés voilà. le long de l'ancienne ligne de fret. C'est ça. Et j'avais une autre idée de levier, mais je l'ai oubliée. Mais peut-être on arrive un peu au bout de cet échange et on va donner la parole au public pour les questions. Peut-être qu'on avait Marc Dufault qui peut nous rejoindre, ou à qui on va donner le micro sur ces questions de participation citoyenne, justement. Marc, oui, si tu peux te présenter. Oui, merci Marc Dufault, donc DRIOAT, ministère de la Transition écologique. Il y a quelque chose qui apparaît en creux depuis le démarrage de cette journée, vous l'avez rappelé, et précisément à l'instant aussi, qui est la question de la participation des citoyens dans le cadre d'une opération de construction, de construction ou d'une opération d'aménagement. On parle beaucoup ici de comment on pérennise les usages en fonction d'éventuels avis des citoyens. Nous, il y a une question qu'on se pose, c'est comment on fait participer le plus en amont possible, parfois même dans des cas très exemplaires en termes de co-concertation avec les citoyens, les résidents immédiats d'un projet de construction. Donc on ne va pas se mentir, ça ne marche pas terrible. Il y a des documents de planification, parfois obligeants à cette disposition, mais qui est très peu suivis. On connaît par ailleurs, il y a des outils, il y a des guides, il y a le CEREMA, il y a Intercommunalité de France qui s'est appuyé sur un bureau d'études pour réactualiser un guide sur ces questions-là, mais pour autant, ce sont des outils et un tissu associatif qui est compétent mais très peu mobilisé sur comment on prend en compte l'avis, le regard du citoyen avant même une opération d'aménagement, par exemple. Nous, on a plein de contentieux à gérer à cause de ces questions-là. Vous parliez d'autorité environnementale. Monsieur, s'il y avait une autorité sociale, je ne vous raconte pas. Donc ma question est la suivante. Enfin, c'est peut-être pas à vous de répondre, mais je mets un peu sur la table ce sujet-là parce que, très concrètement, il y a des choses qui se font. On a beaucoup parlé de tiers-lieux aujourd'hui, mais sur d'opérations qui sont tout aussi lourdes et qui ne relèvent pas nécessairement de la construction de tiers-lieux. Comment on peut faire pour changer un petit peu la donne, de sorte qu'effectivement, on évite à la fois de devoir gérer des contentieux, mais que plus concrètement, on associe les résidents, les habitants, et pourquoi pas même les travailleurs qui se rendent proches d'un site. On a, sous couvert du contrôle d'Élise Mailleux, on avait, je crois, entendu parler d'un projet où il s'agissait de faire du réemploi de briques in situ, avec des opérations de sillage opérées par des ouvriers. Le problème aussi, là, c'est la nuisance sonore. Comment c'est accepté? Donc il y a des problèmes d'acceptabilité cachés derrière. Qui se lance? Moi, je voudrais juste, on parle donc d'économie circulaire, donc de déplacement de matière, mais rappeler quand même, enfin c'est une évidence, mais pardon, justement dans l'implication, j'ai
j'ai été témoin de concertations très 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 amont et justement les citoyens dans l'idée de mettre un moratoire sur ce qui serait démoli, ils sont beaucoup plus courageux souvent que, en tout cas, enfin je trouve, et donc de la question de la conservation qui doit se poser plus éminemment que cette question de la démolition. Et je sais que tout le monde en est convaincu, mais on parle, voilà. En termes d'acceptabilité, je peux compléter. Je sais qu'à la Cité Cheminote, la pépinière a justement produit des plans qui étaient mis à disposition des habitants qui étaient déjà là, et en fait autour de cette question du jardin justement, et qui rend aussi acceptable la transformation finalement assez forte de ce cœur de quartier. Oui, alors la réponse elle est plutôt sur la concertation, mais c'est vrai que moins sur le volet économie circulaire. C'est-à-dire que parler d'économie circulaire aujourd'hui aux habitants du quartier, là je ne fais pas de généralité, c'est pas quelque chose ni dans un sens positif ni dans un sens négatif qui va a priori qui a concerné les habitants au premier chef. Sur la question des nuisances par exemple liées au concassage sur site, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas eu de difficultés particulières, donc bon, ça c'est une bonne chose. Sur la question des démolitions non plus, on n'a pas les principales inquiétudes, elles portaient sur les conditions de relogement, puisqu'on est engagé à reloger tout le monde sur place en fait. Donc c'est une construction par tranche, et on associe les habitants à la programmation et à la qualité d'usage de ce qu'on va développer derrière. Donc ça, c'était plutôt les vraies inquiétudes finalement des habitants, c'est dans quoi je veux être relogé, est-ce que ce sera aussi bien, sous quelles conditions, voilà, est-ce que je vais perdre une pièce, gagner une pièce, est-ce que je vais garder mes occultations extérieures parce que j'y tiens beaucoup, enfin voilà, c'était vraiment plutôt ça, savoir si oui ou non on va réutiliser le béton, la tuile. Effectivement c'était moins un sujet. Par contre effectivement on est engagé depuis maintenant plus de 3 ans avec Pépin Productions, et cette pépinière en fait elle permet effectivement de faire le lien entre les habitants du quartier, donc ceux qui sont concernés par les démolitions, ceux qui ont vécu les réhabilitations, qui ont un jardin et qui peuvent peut-être découvrir de nouveaux usages de leur jardin, et puis surtout là en fait finalement les élèves en fait, puisqu'on a des groupes scolaires tout autour qui participent à beaucoup d'ateliers, enfin toutes les semaines, et on espère effectivement que cette démarche d'urbanisme transitoire elle va permettre effectivement d'avoir des espaces extérieurs les plus agréables et les plus appropriés par les habitants possible. Mais c'est moins sur la question de l'économie circulaire. Et à Cachan, je crois qu'il y avait quand même une impulsion qui était très forte, parce qu'on était sur un campus fermé, des habitants faisaient un grand tour, notamment pour aller rejoindre les moyens de transport, et là, il y a quand même, en fait, là aussi une demande finalement d'ouverture qui correspondait à un besoin de reconfigurer les tracés de la ville, et comment les habitants se réappropriaient aussi le passage à travers ce parc finalement. Oui, nous en fait, on avait un peu tout à y gagner à développer ce projet. Enfin, c'était pas, en termes d'acceptabilité, c'était pas une grosse difficulté, bien au contraire. Donc toute la programmation, enfin, j'ai pas eu l'occasion d'en parler parce que c'était pas vraiment le sujet du jour, mais c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur la maîtrise d'usage du projet. Donc déjà toute la programmation et l'usage des espaces publics avait été concerté avant notre arrivée. Et ensuite, on a désigné un AMU qui est Label Friche, avec lequel on a organisé, installé des dispositifs de design actif pour que les gens entrent dans le campus, se l'approprient. Donc il y a toute la porterie, donc la maison des associations qui a été préfigurée, qui a permis aux gens d'oser passer le grand portail bleu. Mais c'est vrai qu'il y avait déjà des usages d'étudiants, de lycéens qui grimpaient par-dessus les grilles pour traverser, pour prendre un raccourci. Donc nous, on a un petit peu réalisé des usages qui existaient déjà. Les chemins informels. Vous avez souligné les usages informels. Les chemins de lapin. Mais pour revenir à la question de monsieur, je pense que la clé pour... alors déjà, effectivement, l'occupation transitoire, je pense que c'est un excellent outil pour que les gens s'approprient les lieux, comprennent ce qui s'y passe, ce qui va s'y passer, se sentent un petit peu accueillis. Et donc, quand on suscite un intérêt, forcément, on l'accepte davantage. Et en tout cas, nous, dans l'aménagement, la vraie difficulté, c'est le temps long.
C'est-à-dire que même là, sur une opération d'aménagement qui est considérée courte, c'est-à-dire 7 ans, ce qui est très dans court une vie, c'est quand même pour une long. opération d'aménagement. Voilà. Là, on a eu beau mettre en place de l'urbanisme transitoire, travailler sur du design actif, installer un terrain de pétanque provisoire, plein de choses. Les gens nous disent ah, mais qu'est-ce qui va se passer déjà ici? Ah oui, mais quand est-ce que ça commence les travaux, etc. Oui, la communication n'est pas... En fait, on a beau faire beaucoup d'efforts, il faut quand même mettre les moyens. Et la ville de Cachan a pourtant porté ça, a continué à communiquer. Mais peut-être qu'il faut encore mettre les bouchées doubles à l'avenir, nous, sur nos opérations d'aménagement. En tout cas, c'est un axe d'amélioration qu'on a identifié pour communiquer et faire en sorte que les gens s'approprient les projets. Merci à tous les trois. Peut-être qu'on a le temps de prendre une question du public. Du coup, on me dit 1 minute à la table ici. Comme je sais qu'on a encore 1 heure, donc tout va bien. Simplement, je voulais vous parler d'une expérimentation. Déjà, je m'excuse, je ne suis pas d'Île-de-France. Je suis Éric Novak et je viens de Reims. Et nous avons travaillé avec un village autour de la réhabilitation d'une base aérienne. Et ça fait 10 ans qu'on porte le projet. On est propriétaire maintenant depuis 3 ans. Quand je dis nous, c'est-à-dire nous, une SIC, avec le village et nous-mêmes une autre SIC. Et on a intégré complètement le processus des habitants avec un comité des citoyens qui est devenu maintenant une association qui est rentrée dans un des collèges de la SIC. Et en fin de compte, c'est juste un petit territoire de 65 hectares, 55 000 m² de bâtiments. On a 700 chambres, on a des salles de 50 m², on en a 50. Il y avait 4000 personnes avant sur la base aérienne. Donc maintenant, on refait juste une ville, mais avec les habitants. Alors, c'est pas simple parce que effectivement, les gens ne se rendent pas compte des coûts de l'entretien d'une petite propriété comme ça. Et que non, maintenant, on travaille en convention d'occupation précaire pour faire rentrer de l'argent. On est une société privée, de fait. On est une société anonyme, de fait. On a 0 subvention. Notre seul modèle économique, c'est qu'on est une foncière. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de louer au mieux. Et là, par exemple, bon, on est dans une région un petit peu favorisée. Là, pendant 15 jours, on a accueilli 600 vendangeurs pendant 15 jours pour les loger. Et notre modèle économique, c'est après transformer toutes ces chambres-là en chambres d'étudiants et puis plein de choses. Mais enfin, c'est une base aérienne. On a 40 bâtiments, donc c'est colossal. Mais en tous les cas, l'intégration des habitants, elle est là depuis très, très, très longtemps. De temps en temps, elle est un petit peu distendue parce qu'ils ne peuvent pas suivre toutes les différentes phases des différents projets. Et je vais couper. Mais en tous les cas, ça s'intègre malgré tout. C'est pas toujours simple, je suis d'accord, mais c'est un projet énorme en tous les cas. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, je suis désolé, le temps nous presse, donc je pense pas qu'on puisse prendre d'autres questions. Par contre, on va aller vers la pause. J'ai une supplication ici. Est-ce qu'on donne la parole? Merci beaucoup. Merci. Avec des petites réponses brèves. Bonjour, je m'appelle Céline, je suis une ancienne étudiante de Censier il y a entre 35 ans à peu près, donc ça me fait très bizarre aujourd'hui de me retrouver là. J'avais une question sur le projet Campus Cachan, parce qu'il y a un déchet dont on n'a pas parlé là, et qui est un déchet qui est majeur. Pour le recycler, on utilise une matière première qui est en voie de disparition, qui est l'eau potable douce. Vous aviez besoin d'amender 12 000 m³ de terre. J'ai compris que vous l'aviez fait avec du broyat de bois. J'aimerais savoir combien d'arbres vous avez pu couper pour amener ce broyat. Et amender une terre, ça ne se fait pas en un temps T0. Il y a aussi sur le projet 324 logements, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il a été envisagé d'utiliser une ressource qui sont les excrétas humains pour amender les terres, là, les 6 000 m³ de terre que vous souhaitiez amender sur les 12 000, et dans le temps, ce qui implique aussi un usage différent en fait, et de préserver une ressource en eau et d'utiliser un déchet humain qui est de l'or en fait, puisqu'il y a du phosphore dedans. Le phosphore, c'est une des limites planétaires qu'on a atteintes l'année dernière. Et vous auriez pu amender ces terres sur des années en impliquant les habitants. Et aussi une transmission de savoir et un apprentissage différent de l'usage de nos toilettes. Une grande question. Réponse courte. On pourra avec plaisir discuter plus en détail de tous ces sujets. Alors on a coupé on a très peu d'arbres coupés
enfin, j'ai pas le chiffre en tête, je pourrais vous le donner, mais on vient plutôt planter 250 arbres de mémoire. Donc en fait, dans le projet paysager, je n'ai pas eu le temps de le détailler, mais on vient largement planter, désimperméabiliser, on inverse le ratio, on arrive à 70% d'espace perméable contre 40 au départ. Sur les déchets, alors le criblage des terres, en réalité, nous sur la formulation qu'on a travaillé avec Valorcite, il permet, une fois les terres criblées, elles peuvent être immédiatement réemployées sur site. Donc c'est plutôt à quel moment, enfin le problème du timing, c'est plutôt ce que je disais tout à l'heure, à quel moment il faut que ce soit partant sec, donc à quel moment dans le planning de chantier on les stocke et on les installe. Et sur les urines, en l'occurrence sur le projet d'I3F. Donc en fait, c'est un macro-lot avec 3 lots, dont un avec I3F, où on a imposé dans le cahier des charges avec Atelier du Pont le réemploi, un réseau sanitaire distinct pour l'urine, pour la récolte des urines. Mais ça ne sert pas à cribler les terres. Ça servira du coup, je crois, plutôt à l'arrosage. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup à tous les quatre. Pour compléter la dernière réponse, on a un replay de webinaire sur la valorisation des urines qui est disponible sur le site Ecopolis, avec notamment le retour d'exemplaires de Wikivillage.